Le thème de la journée à Valpré aujourd'hui, elle est autour de cette tension actuelle que l'on sent dans l'entreprise où d'un côté, c'est l'un des derniers lieux où le vivre ensemble se vit réellement, loin de nos cercles sociaux, des algorithmes, des réseaux également sociaux. Et puis d'un autre côté, l'entreprise c'est aussi un lieu réceptacle de demandes individuelles croissantes. Employeur, dis-moi ce que tu me donnes et ce que tu me permets, et moi, salarié, je te dirai bien si je viens rejoindre ton entreprise. Alors cette tension, elle est renforcée par des attentes de la société pour un management de plus en plus horizontal, avec de la transparence, de la co-construction, de la co-décision, et puis une remise en cause aussi des institutions plus verticales, avec beaucoup de défiance à l'égard de ces institutions. Alors dans ce cadre-là, comment gérer une entreprise? Comment embarquer les équipes dans un projet commun? Et comment continuer à incarner une figure d'autorité? Je prends l'autorité au sens étymologique du terme, ça vient du latin « faire naître, faire émerger ». L'entreprise serait-elle un lieu de juste pouvoir? C'est l'intitulé de notre table ronde aujourd'hui, et c'est ce à quoi nous allons nous intéresser avec nos invités. Tout d'abord, Elvire Char, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de la centrale nucléaire du Bulger, c'est à Saint-Vulbin, c'est dans l'Ain. 2000 salariés qui travaillent en permanence sur ce site situé à une quarantaine de kilomètres de Lyon, qui comprend 4 réacteurs et qui produit l'équivalent de 40% de la consommation électrique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est énorme. Voilà 30 ans que vous évoluez dans le secteur du nucléaire. Avant la direction du budget, vous étiez directrice de la centrale de Fessenheim en Alsace, dont on a beaucoup entendu parler. Au moment de sa fermeture définitive, vous étiez en poste, donc une fermeture décidée par François Hollande après 42 ans d'exploitation. On aura l'occasion d'y revenir. À vos côtés, Gilles Pélisson, bonjour. Merci d'être avec nous également. Vous êtes président de l'Institut Life, anciennement Institut Paul Bocuse, qui avait fondé votre oncle Gérard Pélisson avec Monsieur Paul. C'est une école de management qui forme au métier de l'hôtellerie-restauration. 1200 étudiants, ils sont accueillis, 75 nationalités différentes, ça veut dire l'attractivité de cet institut. Vous êtes également président d'Unifrance, association de promotion du cinéma et de l'audiovisuel français à l'international. Également administrateur d'Accenture et de Sodexo. Et donc, comme on l'a évoqué, vous avez dirigé TF1, la chaîne de télévision, pendant 7 ans, de 2016 à 2023, notamment pendant la période du Covid. 2020, finalement, c'est une année importante pour les deux invités que j'ai présentés aujourd'hui. Et vous avez également dirigé Accor Hotel, Bouygues Télécom ou encore Disneyland Paris. Et enfin, troisième invité avec nous aujourd'hui, le général Bertrand Toujouze. Bonjour. Bonjour mon général, merci d'être avec nous. Vous êtes général de corps d'armée, général commandant la force et des opérations terrestres et commandant terre pour l'Europe, depuis une structure qui est basée à Lille, composée de 400 personnes et qui doit permettre au chef d'état-major de l'armée de terre d'avoir des unités prêtes à être opérationnelles et en nombre suffisant. Vous avez également plus de 30 ans de carrière militaire. Elle est notamment passée, cette carrière, par le commandement des opérations au sein de l'état-major des armées. Elle est passée par le ministère des Armées également. L'armée de terre, aujourd'hui, en France, si je ne me trompe pas, c'est 80 000 personnes, hein, vous m'avez dit. Alors, l'armée de terre, c'est 120 000. 120 000. La force opérationnelle terrestre, c'est 80 000. Alors, on va parler avec vous déjà de cette notion d'autorité qui est un peu implicite dans la table ronde qui vous réunit aujourd'hui. Et cette notion d'autorité, elle implique une notion de légitimité aujourd'hui, sans forcément user de la force ou d'un pouvoir quelconque, c'est un peu ça, l'autorité finalement. Alors, quelle est la clé, selon vous, pour une autorité efficace, qu'elle soit pour un dirigeant ou un général d'armée? On va commencer avec vous, Gilles Pélisson. Oui, elle est fondamentale. Moi, je viens de prendre une claque incroyable il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine. J'ai eu la chance, dans le cadre de ce qu'on disait de l'Institut Life, on a Anne-Sophie Pic, certains doivent connaître ici, qui est une des grandes chefs françaises qui rayonne à l'international, qui est basée à Valence. Son fils est à l'Institut. Et j'ai eu la chance d'aller à Valence et de dîner chez elle. Et elle m'a honoré en me faisant venir dans sa cuisine et voir son fonctionnement. Traditionnellement, on est dans des métiers qui sont assez machistes, où, alors le général en parlera sans doute beaucoup mieux que moi, mais la hiérarchie était absolue, et puis c'était surtout la mentalité « j'en ai bavé quand j'étais jeune, toi aussi tu vas en baver ». Et là, pas un bruit en cuisine. Vous voyez une femme qui dirige, par son autorité naturelle, le geste, son attention à chacun dans les postes, et en faisant comme un chef d'orchestre, régner une fluidité, même s'il y avait beaucoup de monde dans le restaurant ce soir-là, il y avait un coup de feu,
Enfin, on n'était pas en train de se tourner les pouces. C'était véritablement une équipe en production, mais qui était fascinante à voir. Et quand j'ai débriefé avec elle, j'ai vu en quoi elle s'intéressait à chacun de ses collaborateurs et collaboratrices, qu'elle était proche d'eux, qu'elle comprenait ce qu'ils faisaient, qu'elle essayait, par la pédagogie et par l'exemple, de les embarquer avec elle, et que ces numéros 2 étaient également alignés de façon très naturelle, avec des garçons et des femmes, parce que je pense, et elle me l'a dit, qu'effectivement, un management au féminin est important, et je ne le dis pas ça simplement par flagonnerie vis-à-vis de toutes les femmes qui sont dans cette salle, mais qui apporte une dimension supplémentaire dans le management. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, dans la société qui nous anime, et puis surtout si on se projette sur le futur, je pense que ce sont des leçons qui font qu'effectivement l'autorité, on va dire un peu traditionnelle, hiérarchique et très masculine d'avant-hier, n'a plus de raison d'être. Les jeunes sont en attente, évidemment on en reparlera, de la mission, de qu'est-ce qu'on va leur proposer, mais surtout ils sont à même, comme dans toutes les générations, de regarder ce que leur patron fait, qu'est-ce qu'il leur donne et en quoi il les embarque. Donc la proximité avec les équipes, c'est également quelque chose qui vous parle, Elvire Char, parce que vous me disiez en préparant cette intervention qu'il y a une nécessité impérieuse d'être sur le terrain avec les équipes, et c'est de là finalement que vient la légitimité du dirigeant. Alors nos histoires sur les usines nucléaires, c'est des histoires d'hommes et de femmes sur un terrain autour d'une machine. Et donc tout se passe de manière collective. L'engagement il est absolument essentiel. Vous l'avez compris, sur mon périmètre, donc j'ai un effectif de 2000 personnes en permanence qui peut être doublé parfois durant les périodes de forte activité. Et donc voilà, ce qui est important, c'est que chacun soit à sa place, mais que chacun soit aussi engagé. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment en fait un attendu très fort qui s'exprime autour de la responsabilisation, autour de l'implication. Là, les gens, ils ont envie d'être partie prenante de ce qu'on décide, de ce qu'on fait. Et donc, alors je ne sais pas si c'est le terme co-construction, mais en tous les cas, moi, je suis vraiment très attachée à ce qu'on discute, à ce qu'on construise des choses ensemble, à ce qu'on dessine un chemin ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de décision, bien au contraire. Je suis très attachée à ce que les choses soient aussi très claires et ça n'empêche pas d'être ferme. Mais à la fois, du coup, associer ses collaborateurs pour avoir une réflexion d'intelligence collective pour définir le bon chemin, c'est très important et c'est vraiment l'attente sociétale qu'on a aujourd'hui. Vous avez évoqué le management au féminin, le leadership au féminin. C'est vrai qu'il n'y avait pas forcément nécessité finalement de parler très très fort pour se faire respecter. Voilà, l'authenticité, la sincérité, la proximité dans la relation, le fait de se connaître, c'est très important. Alors c'est vrai que dans mon parcours, vous l'avez dit, j'ai eu quelque part cette chance en fait de vivre cette expérience très particulière autour de l'arrêt de la centrale de Fessenheim, le temps d'avant, le temps pendant l'arrêt définitif, le temps de la transformation juste après. Et donc vraiment ce que je garde précieusement de cette expérience, c'est bien sûr le sérieux, la dignité avec laquelle on a agi, mais c'est vraiment le fait qu'on ait été attentif à nos collaborateurs, on ait construit un chemin qui n'existait pas ensemble, et on a su préserver l'engagement, la mobilisation jusqu'au dans des moments ultimes, vous pouvez l'imaginer. Quand on arrête une usine qui fonctionne bien, c'est très dur. Et puis juste après, on a su préserver en fait un engagement, une compréhension du sens, une compréhension du chemin. Et c'est vraiment parce qu'on a associé nos collaborateurs. Donc ça répond à une attente. Et pour moi, de manière tout à fait sincère et authentique, je pense que ça fonctionne. Être sur le terrain, est-ce que ça fait partie, par exemple, de votre routine quotidienne? Est-ce que vous réservez des plages dans votre emploi du temps pour littéralement aller sur le terrain? Ah oui, c'est absolument essentiel. Alors certainement pas assez. En tout cas, je suis parfois un peu frustrée de ne pas pouvoir l'être encore plus. Mais voilà. Alors non seulement j'aime sentir la machine. En fait, on a une relation presque un peu charnelle avec nos usines. Mais c'est là que la performance se délivre. C'est là qu'on va croiser nos collaborateurs. C'est là qu'on va voir la réalité de ce qui se joue. Bien sûr, il faut piloter avec des outils de pilotage, mais il ne faut pas se déconnecter du terrain. Donc, pour moi, c'est toujours un très très grand plaisir d'être sur le terrain, d'être au contact de mes équipes, celles de nos partenaires industriels, parce qu'encore une fois, c'est là que la performance se délivre. Le nucléaire, c'est un des rares secteurs aujourd'hui où on peut avoir une forme d'ascenseur social. Il y a une diversité de métiers. C'est un peu la même chose dans l'armée. Et cet ascenseur social, il fonctionne parce que justement, on a tous été sur le terrain à un moment. On a commencé comme ça. Général Toujouz, je vous repose la question aussi. Quelle est la clé, selon vous, pour une autorité efficace, notamment dans l'armée ?
Alors, vous me permettrez une toute petite digression. Je pense que cette question, elle est essentielle parce que l'époque est extraordinaire. Ça a été souligné ce matin par un certain nombre d'intervenants. Aujourd'hui, dans le domaine que je représente aujourd'hui, les défis sont considérables. On peut avoir le sentiment que la crise climatologique, que les enjeux énergétiques, que les enjeux sociaux, sociétaux vont emporter tout le reste. Moi, pour ma part, dans la vie que j'expérimente tous les jours, on reste quand même dans un monde qui est assez attaché à la marche de l'histoire, à la folie humaine, et sur lequel on a quand même une véritable obligation de résultat. Ce qui se passe depuis 2 ans en Ukraine n'est pas neutre. La montée en puissance de la volonté hégémonique chinoise est un sujet. Et donc, en fait, moi, je ne peux pas être sûr, là où je suis aujourd'hui, du fait qu'on ne va pas devant des choses extrêmement graves. Donc, nous, notre mantra quotidien, c'est de se dire qu'on a quelques années sur lesquelles il faut qu'on se repositionne suffisamment pour être sûr, pour reprendre le terme de mon chef d'état-major des armées, de gagner la guerre avant la guerre. Si nous ne nous réveillons pas sur un certain nombre de sujets, on aura des lendemains extrêmement difficiles. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de forces de contestation dans le monde aujourd'hui et qui pourraient remettre l'histoire au centre d'un enjeu où il y a quand même beaucoup d'autres enjeux aujourd'hui, beaucoup plus dimensionnants. Mais l'histoire peut venir brouiller tout ça. Le deuxième sujet, c'est que nous, on a un enjeu jeunesse, recrutement qui est absolument massif. Les armées, c'est 25 000 jeunes embauchés chaque année, c'est-à-dire un jeune sur 27, 28, un jeune sur 27 ou 28, dont vous trouverez un certain nombre dans vos entreprises, ou en tout cas dans vos enfants, etc., a comme première expérience l'armée. Sur ces jeunes, 70% sont des contractuels. Donc ce sont des gens qui font un temps et qui partent. Et la moyenne d'âge de l'armée de terre, 120 000 hommes, c'est 31 ans. Donc la logique de légitimité du management, autorité du chef, on est tendu par ces deux réalités, le fait qu'on a une exigence de résultat face à l'état du monde actuel, et le deuxième, c'est que pour être capable d'attirer 25 000 jeunes par an, on a intérêt en tout cas d'avoir une autorité légitime et qui tienne la route, sinon ça n'irait pas. Voilà. Donc je pense que le modèle historique de l'armée de terre, des armées, est assez connu. Quand j'étais à Saint-Cyr, il y a une très très belle statue de Marceau au milieu de la place d'Armes, sur lequel l'épitaphe était assez simple, soldat à 18 ans, soldat à 16 ans, général à 18 ans, tué l'ennemi à 23 ans. Bon, c'est un modèle qui est un peu à l'ancienne, mais qui veut dire simplement, que la légitimité pour nous, elle commence forcément par la vie sur le terrain jeune. Les cadres dirigeants des armées ont tous commencé assez bas dans l'échelle. Les 3 premières années de la vie, vous êtes avec vos soldats, c'est-à-dire le plus bas niveau possible. C'est des gens top, mais vous êtes en bas du système. Vous vivez avec eux au quotidien, vous êtes dans les mêmes quartiers, vous êtes dans les mêmes bureaux, vous dormez en endroit, etc. Vous êtes en opération ensemble. Point qui n'est pas anecdotique, un jeune lieutenant saint-cyrien, il gagne 1,5 fois le SMIC. Donc c'est-à-dire que ça va mettre au-delà de du vivre avec. La réalité de sa vie personnelle, la voiture qu'il peut s'acheter, le logement qu'il peut avoir, les vacances qu'il peut passer, ne sont pas très différentes de celles du bas de l'échelle. Donc ça, c'est quand même connu. Et vous continuez comme ça quand même pendant 5 ans, jusqu'à 30 ans, vous êtes sur le terrain avec des gens, 30 ans, vous en commandez entre 80 et 100. Donc cette légitimité liée au terrain depuis toujours assure quand même le fait que les gens qui poursuivent dans le système ont été reconnus à ce moment-là comme des pairs. Voilà. Le challenge qu'on a un peu, à mon avis, aujourd'hui, c'est avec l'explosion de la modernité, comment ça s'est impacté par les technologies, comment le fait que vous avez des cybercombattants d'élite, des gens qui seront des maîtres de l'IA, va venir challenger ces modèles de management à l'ancienne, auxquels nous restons pour l'instant très accrochés, mais on voit bien qu'ils vont être là aussi assez secoués. Alors l'entreprise, c'est évidemment un projet commun. Comment on embarque dans un projet commun, même s'il est difficile? J'aimerais qu'on revienne un peu sur votre expérience, Elvire Char. Vous avez subi une décision politique avec la fermeture de Fessenheim. Comment on accompagne les équipes autour de ce projet finalement? Alors, on a bien sûr vécu différents temps sur cette histoire particulière, le temps de l'incertitude avant la décision, le temps après la décision avec finalement le déroulé de toute la courbe de deuil. Donc vous imaginez toutes les phases émotionnelles par lesquelles on a pu passer, et puis le temps de la transformation, puisque quand vous arrêtez une centrale nucléaire, vous avez un gros travail de transformation à faire pour être prêt à ensuite aborder le démantèlement. Il faut comprendre que l'effectif il est divisé par 10, qu'on ne fait pas les mêmes activités,
que c'est plus les mêmes enjeux, c'est plus les mêmes rythmes. Et donc il y a beaucoup de choses qui changent. Pas fondamentalement les métiers, mais il faut conduire quand même beaucoup de transformations. Et donc pour faire ça, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, je pense qu'on s'est vraiment appuyé sur cette proximité, cette importance de la communication franche, y compris lorsqu'on ne savait pas, y compris lorsqu'on était en plein brouillard, parce qu'il y a eu des temps d'incertitude très forts. Voilà, être proche, être sincère, dire le plan, même s'il est un peu flou, le partager pas à pas, et puis surtout s'attacher à accompagner les collaborateurs, chacun dans son projet. Donc c'est ce qu'on a su faire. Moi, je retiens vraiment du coup une grande dignité dans l'attitude de chacun, et puis une grande satisfaction dans l'accompagnement social, puisque chacun a pu trouver une place au sein du groupe EDF. Et ça, c'est vraiment le fruit de cette attention portée aux collaborateurs. Donc voilà, s'il y a un ingrédient à retenir, c'est celui-ci, prendre soin des gens. Derrière, ils vous le rendent en engagement, en sérieux et puis en attitude. Mais comment ça a fait évoluer votre management? Comment cette expérience particulière vous a fait grandir en tant que dirigeante? Alors c'est vrai que là, moi je prends beaucoup de plaisir à être de retour à Bugey, puisque Bugey c'est une centrale que je connais, où j'avais passé précédemment 10 ans, donc grand plaisir à y revenir pour à nouveau délivrer cette énergie décarbonée, donc ça fait maintenant 1 an et demi. Donc c'était plutôt chouette d'ailleurs de retrouver des collaborateurs qui avaient pu évoluer au sein de l'entreprise. Mais je suis vraiment, du coup, je reviens grandi de cette expérience avec donc ces ingrédients en poche. Le premier, donc, c'est ce que j'évoquais sur vraiment l'attention à l'humain. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Ça passe par ce qu'on disait tout à l'heure, la présence sur le terrain, le fait de se connaître à tous les niveaux. On a la chance dans nos usines d'avoir quand même une certaine proximité. Voilà les ouvriers sur le terrain, qu'ils soient les techniciens EDF ou les ouvriers des entreprises qui travaillent avec nous, on a des contacts très directs avec eux. Donc on a quelque part des strates managériales qui sont quand même assez abordables. Donc ça, c'est très important. Et puis je suis aussi ressortie de cette expérience à Fessenheim avec cette idée de mettre tout le monde à contribution pour trouver le meilleur chemin au sein de l'entreprise. Alors c'est ce qu'on appelle l'innovation décomplexée. Souvent, ce que je dis à mes équipes, c'est pas le concours Lépine, c'est vraiment que chacun apporte cette petite solution, quel que soit d'ailleurs le champ sur lequel elle peut s'appliquer, que ce soit technique ou pas technique, où chacun se mette en contribution pour créer une dynamique collective et faire en sorte que, quelque part, on soit dans l'économie d'énergie aussi, qu'on fasse pas 2 fois des tâches inutiles. Voilà, qu'on soit vraiment dans quelque chose qui soit efficace et qui permette de délivrer une belle performance. Donc voilà, cette innovation pour créer une dynamique collective et cette attention à l'humain. Mais comment on trouve de la ressource quand le projet est entre guillemets négatif? Si on part dans le nucléaire, c'est a priori pas pour organiser la fermeture de son propre site. Comment vous avez géré ça? Alors oui, on est des producteurs, on est fiers de ça. C'est écrit d'ailleurs au-dessus de la porte de mon usine. Voilà, je suis très contente d'avoir affiché de manière claire et nette qu'au quotidien, on était mobilisés pour délivrer une énergie sûre et bas carbone. Donc oui, c'est douloureux quand on doit arrêter une usine qui marche bien. Maintenant, voilà, on respecte la loi, on respecte les choix qui sont faits par la France. Et donc, savoir arrêter une centrale nucléaire, ça fait partie quelque part aussi de la démonstration de la maîtrise en fait, de cette filière. Donc, je pense que ça a été compris par le personnel. Et donc, voilà, on a su construire un chemin nouveau, un chemin de la performance nouveau. Parce que, y compris quand on s'arrête et qu'on déconstruit, il faut aussi être performant. Vous devenez centre de coût. Donc, du coup, les choses s'abordent peut-être un peu différemment que lorsqu'on est en production. Les enjeux sont différents. Et donc, faire comprendre ces nouveaux enjeux, leur donner du sens, respecter les gens, pour du coup s'impliquer sur ce nouveau temps d'une centrale, sur ce temps d'après la production. Ça fait partie du cycle de vie quelque part. Et donc, je suis très fière qu'on ait su le démontrer. Sur cette histoire du projet commun, Gilles Pélisson, vous utilisez une parabole, c'est celle des casseurs de pierres. C'est-à-dire qu'il faut... entre guillemets, partager l'information du plus bas au plus grand échelon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette image? Oui, enfin, c'est pour reprendre l'idée du chemin. C'est quoi le chemin vers lequel on va aller et pourquoi c'est le bon chemin? Et moi, j'ai plaisir à raconter une histoire, alors que, voilà, qui est celle de la cathédrale, que je pense, et on est aux entretiens de Valpré, beaucoup connaissent, mais c'est l'histoire des Martiens qui arrivent sur Terre, qui voient 3 casseurs de pierres. Le premier casseur de pierre est un monsieur qui dit moi, j'ai toujours cassé des pierres dans ma vie. C'est pas très passionnant, mais c'est la seule chose que je sais faire. Ils vont voir le deuxième qui est déjà un peu plus enjoué et qui dit mais non, mais attendez, moi je casse des pierres, mais je sais tailler les pierres et surtout je sais construire des murs.
Et un mur, c'est magnifique, ça peut servir à beaucoup de choses. Et puis ils vont voir le troisième qui a l'air beaucoup plus évolué, qui dit, attendez, là, bon, bien sûr, aujourd'hui on casse des pierres, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'on est en train de bâtir une cathédrale. Et dans cette cathédrale, il y a des milliers de gens qui viendront se recueillir, qui viendront se rassembler, etc., etc. Et le message pour les managers, et notamment les jeunes managers, c'est de dire, prenez le temps d'expliquer pourquoi on fait les choses. C'est quoi la cathédrale qu'on a envie, ou j'imagine que le général dirait la colline à aller prendre, mais pourquoi on va le faire et pourquoi c'est si important, plutôt que, écoute, on a toujours fait comme ça, fais ce qu'on t'a dit, ne discute pas, et puis simplement, voilà, exécute. Et moi, j'ai eu deux exemples assez frappants, notamment chez Accor et chez TF1. Chez Accor, pour un hôtelier, le pire, c'est de voir arriver le nouvel hôtel en face de chez lui. Et qu'il y a des nouveaux sèche-cheveux, qu'il y a des nouveaux lits, qu'il y a des trucs. Et quand vous êtes patron d'un groupe, c'est la première chose que vous entendez. Alors ça va, vous allez bien, la performance est bonne. Oui, mais alors on a un tel qui a ouvert en face. Oh là là, ils ont des nouveaux lits, des nouveaux sèche-cheveux, etc. Enfin, on peut faire. Et on avait fait venir, il y a 25 ans de ça, le père Hugues Minguet, qui était les bénédictins. Et vous le savez peut-être, mais dans l'ordre de Saint-Benoît, vous avez un moine hôtelier. Et l'ordre de Saint-Benoît dit le fait qu'on accueillera tout l'homme, chaque homme et tous les hommes. Et dans tout l'homme, c'est à la fois, on va laver les pieds à celui qui arrive, à l'étranger qui arrive, on va s'occuper de son cœur et on va s'occuper de son esprit. Et le fait de remettre un tout petit peu de sens là-dessus, dans une convention de 400 managers d'hôtels, de Novotel, avait donné juste le là à, et si finalement demain, un sourire vis-à-vis d'un client, peut-être lui offrir une pomme, un symbole d'amitié, de bienvenue, etc., c'est plus ça notre métier d'hôtelier que simplement de s'attacher au fait qu'on n'a pas la dernière mouture des sèche-cheveux. Est-ce que c'est pas ça le fondamental de ce que les clients veulent? Et du coup, en retravaillant là-dessus, nos hôteliers à l'époque, c'était rebaptiser les médecins de la nuit. On va prendre des gens cabossés le soir, qui sont crevés, leur journée de travail, leur stress, etc. On va s'en occuper, on va les dorloter, on va les chouchouter, et le lendemain matin, ils repartiront rechargés à bloc. Et ça, c'était le sens du métier d'hôtelier. Et chez TF1, c'était à peu près la même chose, avec ce côté, pour ceux qui connaissent un tout petit peu le monde des médias, vous le voyez sans doute, c'est une espèce d'énorme roue de hamster où tous les matins à 9h, vous avez les audiences. Donc Gilles Boulot regarde les audiences qu'il a fait la veille, Nikos pareil, etc., etc. Et tout le monde est dans le stress en disant est-ce que ça a marché ou ça n'a pas marché. Et ça, c'est tous les jours. C'est compliqué. Et puis les Américains sont arrivés. Il y a Netflix, il y a Amazon, et malheureusement, ou heureusement, vous regardez tous des séries, des choses magnifiques que font aussi ces plateformes, mais qui font qu'on a fragilisé nos modèles de télévision à l'ancienne. Et donc la question était de se dire, est-ce qu'on continue à passer des séries américaines, à faire des choses, et qu'est-ce que nous, on peut faire face à cette puissance de l'Internet et ces puissances de ses concurrents? Et en retravaillant avec les équipes, il y a 6 ou 7 ans, on s'est dit, mais nous, finalement, qu'est-ce qu'on fait dans la télévision telle qu'on la pratique dans un groupe privé comme TF1? Et bien, finalement, on crée du lien social. Le lien social, c'est de rassembler les Français. Alors ça peut s'appeler The Voice. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont peut-être regardé The Voice avec des enfants, des petits-enfants, des neveux, etc., en famille. C'est partager un match de football, c'est regarder les enfoirés, c'est regarder des choses où on vit collectivement une expérience. Et puis on l'a appliqué à la fiction. Et on a dit peut-être que de passer des séries où simplement les gens se tuent les uns avec les autres, et si on faisait les bracelets rouges? Et les bracelets rouges, c'est un moment comme on parle de familles qui ont des drames dans leur vie sur des adolescents qui sont malades ou qui sont amputés d'une jambe, etc. Et peut-être certains d'entre vous ont vu cette série. Ou des séries sur lesquelles on va parler du handicap. C'est Toulouse-Lautrec. C'est des exemples comme cela. Et à un moment, dire aussi que peut-être dans l'information, oui, on a des guerres. Oui, on va avoir un truc qui est totalement déprimant quand vous prenez les 5 premiers sujets du journal, mais qu'on a aussi un devoir, c'est d'apporter des bonnes nouvelles, de parler de choses qui font plaisir, de choses qui sont des succès dans la vie, d'entreprises heureuses. Et du coup, y compris les journalistes, qui ne sont pas des gens, voilà, vous en êtes un, Jean-Baptiste, faciles
à convaincre, on est arrivé en redonnant ce sens-là et en disant finalement notre métier c'est peut-être ce qu'on avait appelé inspirer positivement la société. Et ça, c'était la nouvelle dimension à conquérir. Alors TF1 est challengé par les nouveaux modèles de consommation des médias. L'armée, elle est challengée aussi. Vous nous disiez tout à l'heure, Général Toujouz, que c'est un peu un modèle à l'ancienne. Comment vous expliquez que finalement l'armée continue à séduire et parfois même à inspirer l'entreprise ? Alors, l'armée, elle a quelque chose d'assez particulier, puisque on parlait de projets extraordinaires ou de projets difficiles. L'armée, elle est conçue pour des temps extraordinaires. L'armée, ce n'est pas un système qui est fait pour vivre dans un temps qui va bien. C'est-à-dire qu'une armée qui va bien, c'est l'idéal, hein. C'est-à-dire qu'on ne sert à rien. Mais néanmoins, l'outil n'est pas pensé pour ça. Et donc, en fait, quand vous regardez les motivations des gens qui viennent dans les armées, c'est assez simple, hein. C'est beaucoup des questions de sens, c'est des questions d'aventure, c'est des questions de puissance du collectif, et donc en fait, et d'action en fait. C'est ça le gros driver. Et donc en fait, nous on a une institution qui est faite pour être une armée d'emploi, où les gens ont besoin de se projeter sur de l'action, sur du faire, etc. Et donc en fait, c'est vrai que nous, on est vraiment totalement orienté sur cet élan collectif qui est très important. Alors, pour y arriver, on a des vrais atouts, c'est-à-dire que c'est un modèle qui a été très processé, on a beaucoup de méthodes, on a beaucoup de process qui sont tellement étudiés pour faire de la gestion de crise, et donc en fait, c'est quelque chose qu'on aborde relativement facilement, puisqu'en fait, on est fait pour ça. Alors, ça va assez loin, quand vous regardez, par exemple, vous comparez l'armée par rapport, à mon avis, la plupart des grandes entreprises civiles, on a finalement une épaisseur assez forte de cadres. Parce qu'en fait, pourquoi on a beaucoup de cadres ? Parce qu'en fait, nul n'est irremplaçable. Le jour où vous êtes tué, le jour où vous êtes malade, le système ne peut pas s'arrêter. Il doit avoir la même efficacité la seconde qu'il suit. On a des logiques de garder des gens en responsabilité pas trop longtemps pour avoir davantage de gens formés et en mesure d'eux. Donc on a vraiment tout un système qui est complètement ordonné autour de cette capacité à faire. Après, on a aussi un marquant très fort sur tout ce qui est technologie, et c'est l'autre côté de l'armée, ce que vous disiez, il y a des côtés anciens. Les armées sont des modèles qui sont extrêmement tournés vers la modernité technologique. Quand vous prenez, j'ai ma voisine qui commande une centrale nucléaire, un sous-marin nucléaire, c'est Bugey à 200 mètres sous l'eau, avec à l'intérieur des fusées Ariane. Alors, donc, quand on regarde aujourd'hui, non mais c'est vrai, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui sur la maîtrise de la data, vous regardez la guerre en Ukraine, vous avez à 3000 km d'ici la transparence totale sur tout ce qui se passe. Donc les gens s'appuient également sur tout ce qui est un apport extrêmement fort de la technologie et qui est à mon avis aussi un gros pouvoir attractif dans les armées. Quand on regarde par exemple les filières cyber aujourd'hui, les armées n'arrivent pas à payer ce qui est payé dans les entreprises, les data managers et ce genre de data scientists. Enfin, ils font un métier dans les armées qu'ils n'auront jamais accès ailleurs. Donc en fait, là aussi, voilà. Et le dernier point, c'est effectivement le modèle de ressources humaines. Le cœur, c'est la fraternité d'armes. C'est vraiment quelque chose que l'on met beaucoup en avant. C'est ce que m'en disait madame. Et puis pareil sur les équipes à TF1. Il n'y a que la fraternité d'armes qui permet, dans des situations difficiles, de faire des choses totalement extraordinaires. Donc on a vraiment cet équilibre global d'un système qui est processé pour gérer des temps anormaux, un gros appui du monde technologique, on a toujours été très en avance sur beaucoup de sujets, et le dernier point, c'est une RH qui est tournée sur cette fraternité d'armes qui permet de faire des choses impossibles en fait, initialement. Donc on l'a compris, dans les trois structures dont vous nous avez parlé, finalement il y a un sentiment d'appartenance à l'entreprise qui est très fort et c'est important. Il y a eu le tournant du Covid. On va en parler chez TF1 dans quelques instants, mais le Covid avec le sens du travail, les demandes de télétravail et toutes ces ruptures. Dans le nucléaire, comment on accueille ça ? Parce que spontanément, on n'imagine pas télétravailler quand on est dans le nucléaire. Et en même temps, j'imagine que dans l'employabilité, aujourd'hui, c'est des demandes peut-être qui vous sont faites, ou peut-être la semaine de 4 jours. Comment évolue votre management là-dessus, Elvire Char, face à ces nouvelles demandes sociétales ? Alors c'est vrai qu'en 2020, là, au tout début, quand il y a eu donc le confinement et qu'on était tous en plein boom sur les sites nucléaires en train de faire face à des programmes industriels qui sont, vous l'avez compris, parfois extrêmement denses,
Voilà, il y a eu le temps de la surprise, le temps du recul, et puis après il y a eu le temps de l'organisation pour faire face à tout ça. Donc je le disais tout à l'heure, c'est juste pour vous donner quelques idées sur les volumes. Donc on est à budget, on est 2000 tout le temps. On peut monter jusqu'à 4000 dans les périodes de forte activité. Forte activité, ça veut dire qu'on va organiser, par exemple sur 6 mois, plus de 20 000 tâches opérationnelles. Donc c'est vraiment du coup une très très forte densité d'activités opérationnelles. Donc ces activités, forcément, avant de pouvoir les faire sur le terrain de l'installation, il faut pouvoir les préparer. Donc les préparations, elles vont durer à peu près 4-5 mois pour après, du coup, les réaliser pendant 6 mois. Donc vous voyez, c'est quand même... voilà, donc c'est très très dense. Très très dense, mais du coup, à la fois en préparation et puis après en réalisation sur le terrain. Alors ce qu'on a appris durant le Covid, c'est qu'il y a des choses qu'on pouvait faire à distance. Notamment les phases de préparation, on peut les faire un petit peu à distance. Mais on s'est rendu compte que le télétravail, c'était pas mal, mais ça cassait le lien social. Et nos salariés, finalement, eux-mêmes exprimaient qu'ils avaient besoin d'être au contact parce qu'on est très habitués, énormément habitués à faire beaucoup de choses en équipe. Alors on travaille parfois seul, mais on fait beaucoup de choses ensemble. Tout se passe vraiment en collectivité. Tous nos défis industriels, c'est vraiment des défis collectifs. Donc le lien social, il est très important. Le fonctionnement collectif est très important parce que on a besoin de tous les corps de métier ensemble. Et donc très vite, on peut être limité si on est tout seul. Donc ce qu'on a appris après le Covid, c'est à utiliser certains outils de manière finalement un peu plus désinhibée, décomplexée. Donc ça a ouvert des chakras. Les outils par exemple collaboratifs. Donc ça a développé ça. Je pense qu'on s'est aussi ouvert aux dimensions de télétravail. Aujourd'hui, en fait, il n'y a pas vraiment d'attente en fait, qui s'exprime. On a des accords dans l'entreprise qui permettent de le réaliser, mais de manière complètement équilibrée. Il n'y a pas vraiment de surenchère ou de surdemande sur le sujet. Les équipes le réalisent quand elles le peuvent par rapport à leurs activités. Ça apporte un équilibre de vie, et ça, je pense que l'entreprise, elle l'a compris. Mais à la fois, nos défis industriels, ils se passent sur le terrain dans l'usine, et ça, je pense que les salariés l'ont compris aussi. Donc voilà, on a évolué. Moi, je trouve ça plutôt positif. Ça répond aussi aux attentes d'équilibre de vie. Mais à la fois, les performances, elles se délivrent quand même ensemble, en équipe, sur la machine. Donc cette notion de lien social, on comprend, c'est vraiment l'un des facteurs de l'entreprise comme lieu de résilience. Peut-être un exemple avec vous, Gilles Pélisson, je le disais en introduction, vous êtes administrateur chez Sodexo, la restauration collective, et le Covid a un peu complètement retourné l'attrait des cantines d'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que ça a changé et ce que ça montre finalement dans l'entreprise aujourd'hui? Il n'y a pas très longtemps, Sophie Bellon, la présidente, nous a emmenés en tant que conseil d'administration voir un client qui était en région parisienne et qui, comme beaucoup d'entreprises où il y avait pas mal de jeunes certains se sont installés, des moins jeunes d'ailleurs, qui se sont installés en province et qui adorent désormais vivre à Lyon ou à Toulouse, ne voyaient pas l'urgence à revenir au bureau. Et puis ça va sur les trois premiers mois, et puis 6 mois après, puis on est à 1 an, et puis 2 ans, et là il y a un vrai débat. Et il y a un vrai combat dans l'entreprise pour dire non, mais attendez, c'est important de travailler ensemble, la machine à café, l'informel, etc. Se croiser, partager des choses ensemble, cette culture informelle de l'entreprise, elle est très importante, et désolé, on ne va pas faire ça par Teams. On ne se rencontre jamais par hasard par Teams. Ça ne marche pas. Mais vous avez beaucoup de gens qui n'avaient pas du tout envie d'entendre ce discours. Et finalement, là, on redécouvrait en quoi le lieu qui, traditionnellement, est la cantine, qui pouvait, il y a pendant des années, être une espèce de mal nécessaire de la journée de travail, arrivait à devenir, finalement, quelque chose qui était un peu réenchanté, en disant, finalement, si vous allez effectivement tous faire du télétravail, alors ça sera le lundi, le vendredi, enfin bref, à discuter. Les journées où vous allez être là, on va retransformer le restaurant en un lieu de convivialité, en un lieu de partage, en un lieu d'événement. On va s'adapter à vos besoins, on va faire de la vente à emporter, si vous voulez aller bosser dans vos bureaux, prendre des repas dans des réunions et des choses beaucoup plus souples. Enfin, c'est un peu cette notion du monde du travail qui se réinvente. Tout ça, c'est possible. Et en fait, finalement, ces journées qu'on va passer ensemble, elles seront peut-être un peu catalysées par ce moment du bien manger ensemble ou du bien vivre ensemble. Et ça, c'est assez nouveau, et donc ça veut dire que l'entreprise, alors en l'occurrence l'entreprise Sodexo, elle est obligée de se réinventer. Et moi, j'ai trouvé ça passionnant parce que ça veut dire que
les chefs qui sont derrière les fourneaux font des choses, des produits français, du frais, des choses que finalement des jeunes qui sont isolés dans leurs appartements en région parisienne ou peut-être en région lyonnaise n'auront pas le temps de faire chez eux parce qu'ils vont manger du surgelé, ils vont mal manger, ils vont mal se nourrir et tout ça. Et finalement, dans l'entreprise, ils mangeront mieux que chez eux. Et là, c'est des prises de conscience assez nouvelles, mais qui font qu'à un moment, on s'aperçoit que ces moments-là, qui étaient peut-être perçus comme étant des boulets ou des mal nécessaires, redeviennent finalement dans l'employabilité, dans le discours, la marque employeur de l'entreprise Sodexo, quelque chose qui devient un grand positif. Et d'ailleurs, à l'Institut Life que vous présidez, vous voyez un boom dans la pâtisserie, dans les demandes de formation en pâtisserie depuis le Covid. Mais ça, on n'aura pas le temps, malheureusement, d'en parler. Général Toujouz, alors l'armée n'est pas une entreprise, quoique, en tout cas une entreprise pas comme les autres. Est-ce que, selon vous, c'est un lieu de résilience véritablement aujourd'hui dans la société? Je parlais tout à l'heure de modèles inspirants, parfois pour certains. Est-ce qu'il y a des parallèles à dresser entre l'entreprise et l'armée? Alors, ce qui est certain, c'est que nous, on a une forte attention sur la question de la résilience globale de la société française. C'est-à-dire l'armée, dans la mesure où on est 120 000, dans l'armée de terre, par exemple, on a 80 000 jeunes en permanence parmi nous, on est quand même un espèce d'écosystème de la société. Donc, c'est vrai qu'on fonctionne comme une grosse entreprise dans la partie siège social, mais on a sans doute des préoccupations qui sont plus sociales d'une manière générale sur la société française. On est très attentif, premier point, au lien avec la jeunesse. Encore une fois, je vous ai dit l'importance pour notre recrutement, mais au-delà de ça, si vous n'avez pas d'adhésion de la jeunesse, vous n'avez aucune chance que toutes vos questions de défense nationale tiennent. Ça ne marche pas. Si les gens ne veulent pas se défendre, honnêtement, il faut arrêter de financer l'armée. On gagnera beaucoup d'argent. Ça ne sert strictement à rien. Donc il y a un vrai sujet de dispositif de partage en direction de la jeunesse qui est important. Il y a eu un sondage assez étonnant qui a été fait au printemps dernier où on a posé la question aux jeunes Français, je crois que c'était moins de 25 ans, si vous deviez expérimenter l'équivalent de ce qui s'est passé en Ukraine, pensez-vous que vous seriez prêt à défendre votre pays? Le chiffre a été étonnamment positif, puisque 56% des jeunes disaient que oui, ça pouvait avoir du sens. Donc là, encore une fois, on a une moult dispositifs jeunesse, on fait des services militaires volontaires, on fait des classes défense, on a des gros dispositifs dans nos outre-mer avec le service militaire adapté. Voilà. Donc on touche de manière très très large. On a un deuxième vrai sujet autour de résilience qui est dans le cadre de notre lien vis-à-vis de toutes les sociétés. Alors il y a un gros lien vis-à-vis de toute la base industrielle et technologique de défense, où là il y a des interconnexions importantes de partage des enjeux, puisqu'on se rapproche de logique d'économie de guerre. Mais d'une manière générale, il y a également tout le développement de la réserve, donc qui clairement impacte totalement les entreprises. Actuellement, on est au ministère des Armées dans une volonté de doublement des réservistes. Donc moi, actuellement, par exemple, je bénéficie de 24 000 des réservistes. Ça veut dire qu'on peut imaginer que dans 5-10 ans, on sera plutôt à 40 000, ce qui est assez énorme quand même, parce que c'est des gens qui bossent dans vos entreprises et qui, d'une manière ou d'une autre, ont une capacité. Voilà, dernier point, on a également un sujet de résilience interne qui est important, du fait des particularités de notre métier. Il y a d'autres métiers où il y a des gens qui meurent ou qui ont des gens des accidents de la vie. Nous, ce qui est un peu particulier, c'est que la mort peut être un des résultats normaux de votre carrière. Donc on a quand même un gros sujet de résilience et de lien avec les familles. C'est quand même pas neutre comme métier. Donc vous ne pouvez pas considérer qu'il y a une séparation stricte entre la vie professionnelle et la vie privée, parce que c'est juste pas possible. C'est pas possible d'embarquer les gens. On a un gros sujet également de résilience vis-à-vis de nos propres blessés, d'accompagnement de nos personnels. Les blessés dans l'armée de terre depuis une quinzaine d'années, c'est quand même 3000 personnes, dont un certain nombre travaillent encore chez nous, et avec des témoignages qui sont absolument incroyables. Je pense à l'un d'eux, Cyril Chaboun, qui a été blessé, moi je l'ai connu au Levant, double amputé suite à une attaque de Daesh qui a fait les Jeux Olympiques en volley fauteuil là. Et je pense à un autre qui a été double amputé également suite aux opérations au Sahel contre les groupes terroristes locaux et qui a fait Le Mans l'année dernière. Ce sont des exemples de résilience considérables qui changent également la résilience de chacun dans ce qui se voit. Je regarde aujourd'hui également, on forme beaucoup de militaires ukrainiens. Aujourd'hui, les jeunes militaires ukrainiens qu'on forme, ils ont beaucoup entre 30 et 50 ans. C'est la réalité actuelle. Je peux vous dire que quand nos soldats les voient, c'est quand même des belles leçons de résilience aussi. Gilles Pélisson, vous souhaitiez réagir? Oui, non, c'était simplement pour rebondir par rapport
le Covid à la fois révélateur et accélérateur dans les entreprises. Et par rapport à ces deux sujets de la mort et de la solidarité et de la discipline. Nous, chez TF1, quand j'ai été confronté à cela avec l'équipe de direction, au bout d'une ou 2 semaines, on a compris que de toute façon, il allait se passer des choses très très graves. Et là, on a dû avoir l'obligation de mettre la rédaction, entre guillemets, en cellules isolées. Autant l'armée, on peut se dire, il y a une certaine discipline, ça fait partie de la vie. Dans un groupe de télé, c'est pas forcément le cas. Et donc, quand vous dites à tout le monde, au fait, lundi prochain, il n'y a plus personne qui met les pieds parce qu'Anne-Claire Coudray ne peut pas prendre le Covid, et on va la protéger, ainsi que Gilles Boulot et ainsi que toute la rédaction, il y a beaucoup de monde qui disent, ouais, d'accord, ils ont dit ça, mais enfin, on va venir quand même. Et là, vous dites, non. Et là, l'entreprise bascule dans autre chose, c'est-à-dire personne n'était préparé, les systèmes de sécurité, l'informatique, etc. Et donc, l'entreprise se retrouve confrontée à quelque chose à laquelle elle n'était pas préparée. Je crois que ça, on l'a tous vécu, mais pour nous, c'était vraiment très violent. Et le deuxième point, là, par rapport à la proximité avec la mort, c'est que nous aussi, on avait des journalistes, il y a des journalistes qui sont des journalistes de combat, enfin, qui ont leur casque, leur gilet pare-balles, c'est Liseron Boudoul, c'est Michael Scott, ils côtoient nos troupes, et ils accompagnent sur les zones de combat. Donc ça, ils adorent la guerre, et ils vivent pour ça. Bon. Mais vous avez eu, là, à cette occasion-là, des jeunes qui faisaient la veille des micro-trottoirs à Boulogne, comme on fait dans le cadre de nos infos, à qui on a dit, tiens, tu vas aller à Bergame, parce qu'à Bergame, on a des foyers de la maladie. Et il se passe quelque chose dans cette ville de Bergame. Et là, soudainement, ces jeunes se sont retrouvés face à des hôpitaux, des familles en pleurs, des morts. Vous aviez, je ne sais pas, vous en souvenez peut-être, ces trains de cercueils qu'on voyait, etc. Et donc, le jeune est là-bas, exposé. Il n'a pas été du tout préparé psychologiquement pour ça, parce que c'est ça ce qui nous est arrivé. Il le fait pendant 3, 4, 5 jours, et puis au bout d'un moment, le patron de la rédaction dit « bon, il faut le rapatrier ». Et là, on lui rapatrie, on lui dit « bonne nouvelle, tu as été formidable sur le terrain à Bergame, mais alors on va te demander d'aller te confiner chez toi, parce que de toute façon, on ne veut plus te voir, étant donné que tu as peut-être rapporté la maladie. » Et ça, cet accompagnement psychologique, cette proximité avec la mort, à laquelle on n'était absolument pas préparé, je dirais en tant que civil, et avec cette incertitude, elle a fait qu'il a fallu l'accompagner au niveau de l'équipe de direction, faire des cellules de crise, etc., jusqu'au moment où on a commencé à voir un peu plus la lumière. Vous vous rappelez tous, quand on se mettait à applaudir à 20h nos soignants, et que, alors Gilles Boulot ou Anne-Claire Coudray accompagnaient toute la France après le professeur Salomon pour dire ça va mieux, on a de l'espoir et on va se battre. Bon, mais c'était compliqué. Il nous reste 1 minute pour donner la parole à Elvire Char sur cette entreprise comme lieu de résilience. Comment ça vous parle ? Alors, en fait, on est une industrie qui est extrêmement réglementée, très réglée, mais à la fois qui se doit d'être en permanence en mouvement, puisqu'on est des éternels insatisfaits de nos performances. On est toujours en train de rechercher l'excellence, et donc il faut en permanence être en capacité d'évoluer. Donc c'est ce que j'évoquais un tout petit peu tout à l'heure. On essaie toujours de tirer des enseignements de ce qu'on a pu vivre pour s'améliorer encore. Et donc ça, c'est vraiment du changement permanent, à la fois parce que nos process, nos machines en fait évoluent, et donc il faut s'adapter en permanence. Et donc c'est un état d'esprit, j'ai envie de dire presque un ADN qu'on a en nous. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est dans notre quotidien. Et puis, on est aussi en fait une usine, enfin une installation qui doit se préparer à toute situation, y compris des situations complexes, accidentelles. Et donc, il faut en permanence avoir toute l'attirail, en fait, tout le plan d'urgence interne qui est opérationnel pour pouvoir faire face à toute situation. Et ça nécessite aussi une certaine forme d'agilité et de résilience. Merci à tous les trois d'avoir partagé vos expériences de dirigeants. Elvire Char, directrice de la centrale nucléaire du Bugey, Gilles Pélisson, président de l'Institut Life, et le général Bertrand Toujouz, commandant terre pour l'Europe. Merci à vous.